Comme promis, on continue notre exploration de la littérature gothique. Dans ma précédente vidéo, qui est dispo juste là, on avait vu ensemble que ce genre était apparu en Angleterre avec la publication du Château d'Otranto d'Horace Walpole en 1764. C'est un genre qui naît donc à la fin du XVIIIe pour connaître son apogée au début du XIXe siècle. Mais la particularité du gothique sur laquelle j'aimerais me pencher avec vous aujourd'hui, et qui à mon avis mérite vraiment d'être soulignée, c'est que ce genre a été majoritairement écrit et lu par des femmes. Alors, comment et pourquoi les femmes se sont emparées de la littérature gothique, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Déjà, comment? La pionnière dans ce domaine, c'est évidemment la grande Anne Radcliffe. C'est la figure féminine emblématique du gothique, avec son roman le plus connu, peut-être que vous avez deviné, c'est Les Mystères d'Udolphe, publié en 1794. Elle va avoir une grande influence sur ce que va devenir la littérature gothique. Ses écrits vont être acclamés par ses homologues masculins comme Sir Walter Scott ou encore Lord Byron, mais seront aussi une grande source d'inspiration pour de nombreux auteurs comme Edgar Allan Poe, Bram Stoker ou même encore Balzac, qui va s'inspirer de son style pour écrire L'Héritière de Birac par exemple. Alors, avoir ces écrits acclamés par la critique n'est pas une mince affaire quand on est une femme, surtout à cette époque, et de nombreuses autrices vont en faire les frais. L'écriture était à l'époque un domaine majoritairement réservé aux hommes d'une certaine classe sociale, et les premières publications de romans gothiques écrits par des femmes, et en particulier donc Anne Radcliffe, ont vraiment ouvert la voie à toute une production littéraire féminine. Que ce soit des autrices dont le nom nous est familier, comme les Sœurs Brontë, Mary Shelley, ou tombées dans l'oubli comme Regina Maria Roche, Charlotte Dacre ou Eliza Parsons, la production de romans gothiques explose, les autrices écrivent vite, leurs écrits plaisent au public, pour le plus grand bonheur des éditeurs qui en demandent, à tel point que cette littérature sera considérée par beaucoup comme étant une littérature industrielle. Les critiques considèrent alors le gothique comme un sous-genre médiocre avec des scénarios déjà vus, qui manquent d'imagination, avec des éléments clichés. Le genre va faire l'objet de satire et les critiques distinguent la production dite industrielle de la littérature gothique plus travaillée, souvent écrite par de grands auteurs et souvent masculins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le succès de cette littérature déstabilise le milieu littéraire masculin, notamment parce que maintenant, ils ont de la concurrence. Et donc, celles qui font l'objet des plus vifs critiques, ce sont les femmes qui écrivent. Souvent, elles sont moquées, qualifiées de bas bleus ou de femmes auteurs, ce qui n'est absolument pas amélioratif dans ce contexte, puisque les femmes qui écrivent sont extrêmement mal vues. Les autrices de romans gothiques, ou des romans noirs comme on les appelle en France, sont perçues comme contrevenant à l'idéal féminin. Au XVIIIe et au XIXe siècle, on attend des femmes qu'elles soient humbles, pudiques, modestes, alors peut-être pas qu'à cette époque d'ailleurs, et historiquement, c'est aussi le moment de l'instauration en France du Code civil napoléonien en 1804, qui est une régression totale pour le droit des femmes, qui deviennent à nouveau des mineurs juridiques dont la parole vaut moins que celle des hommes et qui sont placés sous leur tutelle, que ce soit celle de leur père ou de leur mari. Donc, dans ce joyeux contexte, oser prendre la plume et se faire publier est extrêmement mal perçu. Les autrices sont accusées d'être orgueilleuses, si ce n'est pire. Un très bon exemple, je trouve, de ce phénomène, c'est La femme auteur de Félicité de Genlis, qui dépeint la vie de Nathalie, une femme qui écrit et qui va se faire publier. Ce texte représente bien, je trouve, ce que pouvaient subir les autrices de l'époque, notamment la violence des critiques, mais ce qui est le plus intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il montre aussi comment les femmes elles-mêmes peuvent intérioriser la violence qui leur est faite, parce que l'autrice est extrêmement sévère avec son personnage. Ce qui montre bien que le fait de vouloir être publié pour une femme est extrêmement mal vu, tellement mal vu qu'énormément de femmes décident de prendre un pseudonyme. Même Jane Austen, qui est immensément reconnue aujourd'hui à juste titre, va faire publier tous ses romans avec la simple mention « by a lady ». Ça, faut avouer que c'est un sacré crève-cœur. Mais malgré toutes ces critiques, la demande explose. La littérature gothique féminine est lue, et ce par toutes les couches de la société, et en particulier par les femmes. Et c'est évidemment la deuxième cible privilégiée des moralistes de l'époque, les lectrices. Évidemment, comme tout ce qui est féminin est souvent dévalué, le gothique féminin n'échappe pas à la règle. Et en plus de ce qu'on vient de voir, il fait l'objet de vives critiques parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on attend des lectures dites féminines de l'époque. Les lectures qui étaient encouragées pour les femmes étaient celles qui étaient vues comme étant raisonnables, morales et surtout utiles, comme les écrits religieux, les romans moraux, la poésie, alors pas n'importe laquelle non plus, et les manuels de conduite. Alors, quand Anne Radcliffe et ses sbires débarquent avec des histoires de fantômes, d'hommes tyranniques, de châteaux hantés et d'héroïnes persécutées, ça ne plaît pas trop.
En plus du mépris pour les lectrices qui sont accusées de croire tout ce qu'elles lisent, les critiques masculins d'époque soulignent surtout que ces romans, qui sont jugés trop frivoles, encourageraient dangereusement l'imagination féminine et pire que tout, pourraient éveiller certains désirs féminins. Le désir féminin qui fait tant peur aux hommes. Avec notamment le fait que dans ces romans, les héroïnes aspirent à des mariages d'amour, ce qui n'est pas tellement ce qui attend les femmes, en particulier les femmes bourgeoises de cette époque. Mr. Darcy. Bon, alors cette peur de la femme qui lit, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Si on prend Balzac par exemple avec son livre Physiologie du mariage, il s'inquiète que les femmes puissent choisir leur lecture parce que ça pourrait ouvrir la porte au désordre conjugal et à la perte de l'autorité masculine, hein. Faudrait quand même pas que les femmes rêvent d'indépendance. Un exemple particulièrement frappant aussi, c'est le pamphlet de Sylvain Maréchal, publié en 1801, qui est sobrement intitulé « Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes ». Ce texte se présente comme une satire, mais il reprend tous les arguments misogynes de l'époque, et franchement, c'est pépite. Je vous mets un petit florilège. Article 1. La raison veut que les femmes ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. Article 2. Article 12. La raison veut que les maris soient les seuls livres de leurs femmes. Article 31. Que pour l'ordinaire, une femme perd de ses grâces et même de ses mœurs à mesure qu'elle gagne en savoir et en talent. Article 44. Qu'il y a scandale et discorde dans un ménage quand une femme en sait autant ou plus que le mari. Ce texte s'inscrit bien dans son siècle puisque le 19e, c'est aussi un siècle foisonnant de théories pour essayer de démontrer l'infériorité des femmes. Alors physiquement, intellectuellement, tout est bon à prendre. C'est aussi l'essor de tout un discours médical pour essayer de prouver cette infériorité. Certains médecins comme Jean-Étienne Esquirol ou Henry Maudsley expliquent par exemple que les femmes sont dominées par leur système nerveux et que donc une mauvaise manière de lire, c'est-à-dire lire des romans concrètement, pourrait provoquer de trop fortes émotions ou alimenter une imagination débridée et dangereuse et donc conduire à des crises d'hystérie. Bon, en gros, on ne sait pas lire. Si ce sujet vous intéresse, alors pas l'hystérie féminine, quoique il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quel genre de lecture avaient les femmes du 19e et comment ces lectures étaient perçues à l'époque, je vous recommande vivement de lire Le pouvoir des lectrices, une histoire de la lecture au 19e siècle écrite par Isabelle Matamoros, qui est vraiment passionnant à ce sujet. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, la grande question qui se pose et à laquelle on n'a toujours pas répondu, c'est pourquoi cet engouement des femmes pour la littérature gothique ? Pour ça, on va faire un bond dans le temps, direction les 70s. Les années 70 coïncident avec l'essor des mouvements féministes et dans ce contexte, on en vient naturellement à s'interroger sur le rôle des femmes dans l'histoire et la littérature. C'est Helen Merce en 1976 avec son livre Literary Women qui introduit et théorise ce qu'on appelle le female gothic ou le gothique féminin en français. Ce terme regroupe les œuvres gothiques produites par des femmes depuis le XVIIIe siècle, mais c'est pas seulement de la littérature écrite par des femmes. Le female gothic met en avant l'idée que les femmes anglaises se sont servies du genre gothique pour explorer leur vécu et critiquer l'oppression que la société patriarcale faisait peser sur elles. L'écriture serait pour elles donc un moyen de faire entendre leur voix. Alors, est-ce que ces écrits sont les prémices de revendications sociales ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un exutoire, mais dans lequel on reste quand même résigné face à la domination patriarcale. Les théories divergent à ce sujet, mais se rejoignent sur un point, c'est que on peut observer de réelles différences entre le female gothique et la littérature gothique écrite par des hommes. C'est ce que démontre notamment Anne Williams dans Art of Darkness, A Poetics of Gothic en 1995. Alors concrètement, quelles sont les fameuses spécificités du gothique féminin? Avant d'entrer dans le détail, je vous renvoie quand même à ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, dans laquelle je vous donne déjà les éléments un peu incontournables qu'on retrouve dans tous les romans gothiques en général et qui complètent la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, les femmes occupent la place centrale du gothique féminin. Les personnages principaux sont pratiquement toujours des héroïnes qui sont persécutées par une figure masculine tyrannique. On pourrait penser que ces héroïnes représentent toujours l'idéal féminin comme il est perçu par les hommes, parce que c'est quand même souvent une jeune femme belle, virginale, souvent naïve, sensible et innocente. C'est souvent le cas et on pourrait s'arrêter là-dessus au premier abord, mais il n'y a pas que ça. Souvent, ces héroïnes sont des femmes cultivées, qui ont un goût pour la connaissance. Ça peut être des figures de gouvernantes comme Jenner, mais pas que. Si on prend Émilie dans Les Mystères d'Udolphe, c'est une jeune femme qui a un goût très prononcé pour la lecture.
en plus de son attrait pour le dessin et la musique par exemple. Alors c'est vrai que les héroïnes gothiques ont une très forte, trop forte tendance à s'évanouir dès qu'il y a un courant d'air. Franchement, pour les héroïnes d'Anne Radcliffe, j'exagère à peine, hein. C'est un aspect qui m'agace un petit peu. Je sais que l'un des éléments du gothique, c'est l'utilisation d'hyperbole pour justement exagérer les émotions des personnages et créer un effet dramatique, mais là quand même, on s'inquiète sérieusement pour leur santé. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à Jane Austen, qui était une grande fan d'Anne Radcliffe et qui parodie avec humour les codes du genre dans son roman Northanger Abbey, avec son héroïne Catherine Morland, qui est une jeune fille qui voit du mystère et du danger partout, et surtout là où il n'y en a pas. Mais malgré les pleurs et les évanouissements, les héroïnes peuvent aussi faire preuve de sang-froid. Et là, on voit une inversion des valeurs, puisque ce sont souvent les personnages féminins qui gardent leur sang-froid face à des personnages masculins qui se laissent dominer par leurs émotions. Jane Eyre, pour moi, en est l'un des parfaits exemples, et c'est aussi pour ça que j'ai une grande admiration pour ce personnage, c'est que quoi qu'il arrive, Jane ne veut pas se trahir elle-même et veut rester en accord avec ses valeurs. Alors, sans spoiler, même si c'est quand même un classique, par souci de justice, elle arrive quand même à tenir tête à des figures d'autorité, y compris religieuses, alors qu'elle n'est qu'une enfant, ce que je trouve particulièrement impressionnant. Elle s'oblige aussi à fuir une situation alors que ça lui cause un profond déchirement. C'est vraiment une figure féminine très forte, et en plus de ça, elle ne répond pas aux critères de beauté qui sont souvent louée chez beaucoup d'héroïnes gothiques, et ça, j'avoue que ça change et ça fait du bien. Dans beaucoup de romans gothiques, l'héroïne est une figure féminine forte. Alors au-delà de Jane Eyre, on a des personnages comme Catherine dans Les Hauts de Hurlevent, on a aussi Isoline dans le roman éponyme de Judith Gauthier, ou même Adeline dans Les Mystères de la Forêt, qui sont des femmes qui essayent de prendre en main leur destin, comme elles le peuvent, et chacune à leur manière. Elles partent aussi à l'aventure, là où d'habitude ce sont plutôt les hommes qui vont découvrir de grands espaces. Là, les héroïnes gothiques voyagent, c'est très présent dans les Mystères d'Udolphe, et la part accordée à la nature et au paysage est très importante. Dans les romans d'Anne Radcliffe, c'est flagrant. Dans Isoline, les descriptions des saisons sont d'ailleurs particulièrement belles, et il y a souvent un lien fort entre l'état psychologique des personnages féminins et la nature. C'est très présent dans Les Hauts de Hurlevent, par exemple. Une autre caractéristique des romans gothiques féminins, c'est que les femmes luttent, et ce, contre différents obstacles. L'un d'eux qui est essentiel dans le gothique, c'est l'enfermement. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais souvent l'intrigue se déroule dans un château dans lequel les héroïnes sont prisonnières sous l'emprise d'un homme cruel. Ce lieu qui est souvent labyrinthique, avec tout un tas de couloirs et de passages secrets, est non seulement une prison physique, mais aussi psychologique. On peut le voir comme étant une allégorie de la société patriarcale qui vient vraiment emprisonner et étouffer les femmes. Elles sont enfermées dans la passivité, et on les confine au foyer. On peut d'ailleurs aussi voir cet enfermement, je pense, comme étant une dénonciation aussi de la situation difficile des autrices de l'époque qui ne parviennent pas à sortir de leur condition de femme. Cette utilisation de lieux reculés, que ce soit donc un château ou une abbaye isolée, c'est clairement une dénonciation de l'enfermement domestique des femmes. Il y a d'ailleurs un exemple très clair dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, où Jane, qui se sent limitée dans ses expériences, dit « Il est vain de dire que les êtres humains devraient se satisfaire de la tranquillité. Il leur faut de l'action, et s'ils ne peuvent la trouver, ils la créeront. Les êtres condamnés à un destin plus calme que le mien se comptent par millions, et ils sont des millions à se révolter en silence contre leur sort. Personne ne sait combien de rébellions autres que les rébellions politiques fermentent dans ces masses de vie qui peuplent la Terre. On suppose généralement que les femmes sont très calmes, mais les femmes ont des sentiments tout comme les hommes. Elles éprouvent le besoin d'exercer leurs facultés, le besoin de disposer d'un champ d'action où appliquer leurs efforts tout autant que leurs frères. Elles souffrent des contraintes trop rigides, d'une stagnation trop absolue, exactement comme souffriraient les hommes. Et c'est étroitesse d'esprit chez leurs semblables jouissant de plus de privilèges de dire qu'elles devraient se limiter à confectionner des desserts ou à tricoter des bas, à jouer du piano et à broder des réticules. Il est insensé de les condamner ou de les moquer si elles cherchent à en faire plus ou à en savoir plus que ce que la coutume a décrété nécessaire à leur sexe. Si ça, c'est pas du féminisme avant l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Après l'enfermement, les points essentiels du gothique féminin sont la question du patrimoine et du mariage. Les héroïnes luttent contre le mariage forcé, non seulement parce qu'elles refusent un homme qu'elles n'ont pas choisi, mais aussi parce qu'il signifie la perte de leurs biens et de leur indépendance. Souvent, les femmes sont réduites à être une monnaie d'échange dans un mariage qui est surtout vu comme un enjeu économique et social. Chez Anne Radcliffe, la peur du mariage forcé est omniprésente. C'est l'une des plus grandes angoisses d'Emily, qui voit vraiment la fin de toute liberté. Dans ses romans,
l'emprise masculine ne s'exerce pas seulement sur les biens ou le destin des héroïnes, elle s'exerce aussi sur ce qu'elles ont droit d'être ou de penser. Dans Les Mystères d'Udolphe, par exemple, le personnage de Montoni le formule très explicitement lorsqu'il rappelle à Émilie les seules vertus qu'il juge acceptables chez une femme, c'est-à-dire la sincérité, la modestie et l'obéissance. Mais là où la domination masculine est la plus frappante, c'est sur le corps des femmes. La figure d'autorité masculine cherche à le contrôler, le surveiller ou même à le posséder. La sexualité y est souvent latente et constitue un espace de transgression. Les violences sexuelles, le viol ou l'inceste sont des sujets qui sont récurrents dans cette littérature. Le regard masculin y est dépeint comme oppressant et le corps des femmes devient un objet de désir et de domination. Le Monstre de Camille Baudin, que je vous recommande vraiment chaudement, qui d'ailleurs a été censuré à sa première publication, montre très bien comment le corps féminin est perçu comme une propriété, que ce soit aussi bien par l'antagoniste, le comte de Mulsen, qui est absolument abject, mais aussi même par le personnage d'Albert, qui se présente pourtant comme un protecteur. Dans son récit, il parle à plusieurs reprises de Marie, dont il est amoureux, comme étant son bien. C'est vraiment les mots qu'il emploie. A l'inverse, dans le gothique masculin, le corps féminin est souvent érotisé ou fétichisé. Les femmes n'existent presque qu'exclusivement qu'à travers ce regard-là. Elles sont belles, fragiles et pures. Et si elles ont le malheur de s'écarter de cet idéal et d'exprimer leurs propres désirs, elles sont diabolisées et deviennent des figures de tentation ou de transgression morale ou sexuelle, comme le personnage de Mathilda dans Le Moine de Matthew Lewis par exemple. Et souvent, elles auront une destinée tragique et qui se soldera soit par leur mort ou par la folie. Voilà. Très sympa. On retrouve aussi une différence dans la construction des récits. Le gothique masculin privilégie souvent les récits enchâssés, les analepses et surtout les multipoints de vue qui créent quand même une forme de distance avec les personnages, alors que le gothique féminin, même lorsqu'il utilise aussi ces codes, accorde une place centrale à l'intériorité des héroïnes en se plaçant uniquement de leur point de vue. Dans Jane Eyre, de Charlotte Brontë, encore, Jane s'adresse directement au lecteur, ce qui nous permet vraiment d'avoir un accès direct à ses ressentis, à ses peurs, ses doutes, vraiment à toute son intériorité, ce qui fait que dans le gothique féminin, les femmes ne sont plus seulement des objets de regard, elles deviennent de véritables sujets du récit. L'un des éléments fondamentaux qui distingue le gothique féminin du gothique masculin, c'est le rapport au surnaturel. Ça, c'est vraiment une différence qui est flagrante. Dans le gothique masculin, le mystère est souvent entretenu jusqu'au bout. Il y a une véritable fascination pour l'inexplicable. À l'inverse, dans une grande partie des romans gothiques écrits par des femmes, les phénomènes étranges finissent par recevoir une explication rationnelle. Le surnaturel est plutôt là un outil narratif utilisé pour exprimer les peurs liées à la condition féminine, que ce soit chez Anne Radcliffe, mais plus récemment dans une œuvre aussi comme Paternoster, par exemple, écrite par Julia Richard, le réel apparaît finalement bien plus terrifiant que le surnaturel. Et ce choix d'expliquer l'étrange n'est pas anodin, il permet d'affirmer quelque chose d'essentiel qui est que justement, le monde dans lequel vivent les femmes est bien plus dangereux qu'une histoire de fantômes. C'est tout le propos de Paternoster, et dans sa postface d'ailleurs, Julia Richard dit « Il n'y a rien de plus affreux que la réalité ». Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le gothique féminin est l'expression d'une forme de résignation face à une société patriarcale qu'il faut accepter malgré tout, ou est-ce que c'est une forme de résistance et le début d'un mouvement de revendication pour l'émancipation des femmes? Comme je l'ai dit, les théories divergent à ce sujet, notamment parce que toutes ces histoires se terminent généralement soit par la mort de l'héroïne, soit par un mariage. Alors, par un mariage heureux, certes, mais par un mariage quand même, et donc une soumission à une autorité masculine. Il n'y a pas vraiment de liberté totale. Malgré ça, pour ma part en tout cas, je pense que cette littérature est importante dans l'histoire de l'émancipation féminine, et je la vois plutôt comme une forme de résistance. C'est un espace d'expression et de liberté où les autrices peuvent exprimer leurs peurs, leur colère, leurs désirs et dénoncer les inégalités qu'elles subissent. Et c'est sans aucun doute pour ça, je pense que ces romans ont été majoritairement lus et appréciés par des femmes parce qu'ils faisaient écho à leurs propres expériences. En plus de ça, je pense pas que ce soit non plus un hasard si certaines autrices comme Anne Radcliffe côtoyaient des cercles féministes ou des figures par exemple comme Mary Wollstonecraft qui a publié en 1792 l'un des premiers ouvrages de philosophie féministe qui est A Vindication of the Rights of Women et dans lequel elle appelle à l'égalité entre les sexes entre autres. Le gothique féminin du 19e ne propose peut-être pas une révolution sociale, mais je pense qu'on peut dire
qu'il participe clairement à l'émergence d'une conscience féministe. Et c'est peut-être pour ça que le gothique reste encore aujourd'hui, avec des écrits comme Paternoster, avec des autrices comme Joyce Carol Oates par exemple, un outil intéressant pour interroger les rapports de domination. Je vous recommande la lecture de tous les ouvrages que j'ai cités, je vais vous les mettre en description, peut-être avec un ordre de préférence d'ailleurs, je ne sais pas, ainsi que toutes les sources dont je me suis servie, si jamais vous voulez aller creuser par vous-même ce sujet. Je vous recommande à nouveau vraiment ce livre-là, il est vraiment passionnant. Surtout n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres recommandations de lecture, vraiment je suis preneuse, même pour les autres c'est super. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!